je trouve ça tellement beau. Oh la vache, oh ça glisse. Allez, oh la vache, c'est dangereux. Je fais rien, je fais absolument rien. Je suis ESP full connecté. Hein. C'est ça la magie de ces bagnoles là. Et moi le côté supercar pour moi il est là. C'est que c'est une bagnole qui est super flippante à dompter. Et ça j'adore. Ça... Oh la vache. Ça c'est... J'accélère à peine. Je caresse l'accélérateur. Je pense à trop bien. C'est génial. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui vous me retrouvez pour une vidéo assez excitante dans le nouveau showroom de Moteur Essence que je vous ai pas encore présenté. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé chez Moteur Essence, je parle un peu bas parce qu'il y a des gens, il y a des clients, etc. Ça fait longtemps que je vous ai pas présenté une vidéo chez Moteur Essence ou avec Moteur Essence. Je suis heureux de vous annoncer qu'on va continuer à travailler ensemble pour pratiquement un an, donc ça fait plaisir, en vous amenant tous les mois des essais sur des voitures extraordinaires. Et on commence aujourd'hui par une voiture assez spéciale, mais j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu dans le showroom ce qui se passe. Alors, il y a des travaux, ils sont en train de faire installer 2-3 trucs là-haut, donc c'est pas forcément le truc le plus présentable du monde. On vous fera évidemment une vidéo complète avec Pierre et Silver pour vous présenter l'intégralité du showroom, comme on vous avait dit qu'on le fera pour savoir quand arrivera la Pagani Zonda. Mais avant de récupérer la voiture qui m'attend dehors, que vous avez vu en miniature évidemment, une SLS AMG Roadster, je vais aller faire juste un petit tour pour regarder quelques petites pépites qu'il y a dans le showroom. Et j'ai le sourire parce que des pépites chez Moteur Essence, il y en a toujours. Porsche 911 type 993 RS. Probablement l'une des plus belles 911 jamais créées, absolument somptueuse. Lotus Exige V6 410 Sport dans une teinte somptueuse. Celle-ci en plus, c'est une édition particulière qui célèbre, je crois, les 20 ans de l'Exige. Celle-là, je l'aurais bien essayé à la base. En plus, je devais essayer aujourd'hui à la place de la SLS une 380 Sport qui a malheureusement été vendue. Et celle-ci est en rodage. Et de toute façon, il pleut. Donc, les semi-slicks sous la flotte, c'est pas idéal. GT2 RS 997. Ça, si un jour je peux mettre la main dessus, je dis pas non. Parce que j'avais tellement adoré la GT2 qu'en RS, avec pratiquement 80 chevaux de plus, ça doit être stupide. J'ai récemment développé une passion et un amour assez important pour ces générations de Ferrari. Là, il s'agit d'une 575 Maranello avec des jantes magnifiques à écrou et surtout à l'intérieur les sièges baquets. Alors c'est pas une boîte manuelle, c'est une boîte F1, vous voyez rien parce que j'ai pas de filtre, mais ça un jour j'aimerais beaucoup essayer. On termine sur une petite rangée de Skittles, 360 Challenge Stradale, 458 Special Aperta, 488 GTB Spider, Huracan Propulsion, Verde Mantis je crois, et GT3 RS 991 phase 1. En jaune magnifique, une belle 720S avec un intérieur juste somptueux. J'ai toujours pas essayé de McLaren, mais j'avoue que ça me tente de plus en plus, surtout qu'ils ont reçu une 600 LT qui remplace un peu la Dallara Stradale dont je vous avais fait l'essai, qui a été vendue. Il y a possibilité que je l'essaie. Avant de retrouver la SLS Roadster, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour ne louper aucun des prochains essais que je vais faire chez Moteur Essence. Et si parmi tout ce que vous apercevez derrière, vous trouvez une voiture que vous avez envie que j'essaie, ou sur leur site internet qui se trouve évidemment dans la description, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on vous proposera l'essai avec plaisir. Dans les années 50, Mercedes avait marqué les esprits avec sa fameuse Mercedes 300 SL. Vous la connaissez tous, c'est ce coupé de places somptueux avec les fameuses portes Gullwing. Cette voiture est une icône du monde automobile, surtout actuellement lorsqu'on voit la cote de la voiture qui dépasse aisément le million d'euros. Cette voiture a notamment été déclinée en 300 SLR, sa version de course, et la voiture s'est imposée pendant des années sur des courses prestigieuses, notamment la fameuse course du Mille Emilia en Italie, avec l'incroyable et connu Stirling Moss, qui détient le record de la course il me semble. Mais malgré un retour en compétition et en Formule 1 avec Sauber dans les années 80, Mercedes a attendu jusque dans les années 2000 pour sortir une supercar. Cette supercar, vous la connaissez sûrement, c'est la Mercedes SLR. Et pour ça, Mercedes s'associe à McLaren pour développer la voiture. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Mercedes SLR McLaren. Cette voiture est à l'origine conçue pour aller concurrencer directement la Ferrari Enzo ou la Carrera GT avec son immense moteur V8 compresseur 5,5 litres qui développait à l'époque plus de 620 chevaux. Sauf que la voiture est un peu oubliée face aux deux icônes que sont la Enzo et la Carrera GT. La voiture est difficile à conduire, difficile à exploiter, c'est pas forcément une réussite. Donc cette voiture, la SLS, c'est tout simplement Mercedes qui, quelques années après l'échec
de la SLR, sachant que la SLR, petite note, était disponible à la vente à partir de 500 000 €. Donc la pilule était assez dure à avaler pour les clients. Mais du coup, cette Mercedes SLS AMG, c'est un peu la revanche de Mercedes sur l'échec de la SLR. Donc 5 ans plus tard, Mercedes reprend la main avec sa maison sportive AMG et se met sur le développement d'une voiture, une supercar qui doit redorer le blason Mercedes. Sous la direction de Gordon Wagner, designer en chef du SLS AMG, l'idée avec cette voiture était évidemment de s'inspirer du passé, mais sans pour autant faire un copier-coller néo-rétro. L'inspiration était évidemment la 300 SL dont je vous ai parlé au début. On retrouve donc sur la version coupée un capot très long, des formes arrondies, un tout petit cockpit sur une voiture qui mesure plus de 4,60 m, c'est la longueur d'un C63 AMG coupé quand même, je tiens à le dire. Et un tout petit cockpit qui semble posé sur la carrosserie, des formes vraiment généreuses et une élégance vraiment hors du commun. Là, c'est la version Roadster, donc on perd forcément les fameuses portes papillons, les portes Gullwing. Mais si vous n'avez jamais vu une SLS AMG avec les portes levées, c'est d'une classe. On a l'impression que c'est une véritable Batmobile la voiture, j'adore le look. En plus du design très élégant, c'est surtout les proportions de la voiture qui sont impressionnantes. Elle mesure 4,63 m de long, 2 m de large et seulement 1,20 m de haut. La cabine est incroyablement reculée, le travail, l'ingénierie qui a été mise dans cette voiture pour la rendre performante, malgré le gabarit qui paraît assez imposant et assez extraordinaire. Je vais vous en parler plus en détail lorsqu'on va s'intéresser à la conception de la voiture, au moteur et au train roulant. Au niveau des clins d'œil au passé, on retrouve évidemment l'immense étoile ici sur la grille à l'avant et inspiré directement de la 300 SL, les ouïes sur les côtés, sur les parties latérales de la voiture qui reprennent exactement le même design. Le modèle que vous avez devant vous est une version Roadster de la SLS AMG. Celle-ci est 2012, la voiture a été commercialisée à partir de fin 2011 aux États-Unis et début 2012 dans le reste du monde. Et la configuration de ce modèle est absolument somptueuse, à commencer par la peinture AMG Argent Alubim. C'est un gris qui n'est pas métallisé, mais qui donne l'impression d'une peinture liquide, un peu comme celle qu'il y a sur la 918 Spider. C'est une peinture qui vaut 12 000 €, donc on est content de la voir et ça rend la voiture magnifique, ça la rend tellement fluide, tellement élégante, je suis absolument fan. Contrairement à ce qu'on peut penser, malgré le gabarit de la voiture, cette Mercedes SLS AMG a été extrêmement travaillée au niveau notamment du poids et de la maniabilité de la voiture. Mercedes voulait absolument que cette voiture soit une supercar et pas une simple grosse GT comme l'était le SL par exemple. Donc déjà, il faut savoir que toute la carrosserie ainsi que le châssis sont en aluminium. La voiture ne pèse que 1700 kg avec les pleins. Quand on voit le gabarit, la taille du moteur, le fait que ça soit un cabriolet, c'est quand même assez impressionnant. On a une répartition des masses qui est de 47% à l'avant, 53% à l'arrière. Et la voiture est extrêmement équilibrée, notamment à cause d'un truc, je vais vous montrer le moteur juste après, mais c'est assez surprenant. Sur cette version cabriolet, évidemment, vous vous doutez bien que le problème d'un cabriolet, c'est la rigidité. Donc pour s'assurer que la voiture reste aussi rigide que la version coupée, Mercedes ont rajouté des renforts, notamment au niveau des seuils de porte, du bas et du haut du pare-brise, ainsi que derrière les sièges pour rigidifier un maximum la voiture. Et la voiture ne prend entre guillemets que 40 kg supplémentaires par rapport à sa version coupée. On a un système de toit escamotable avec une capote en toile à triple épaisseur pour préserver le confort qui peut se déployer en seulement 11 secondes et ce en roulant jusqu'à 50 km/h. Et en plus, ça abaisse le centre de gravité parce que forcément, la capote est très légère. Le système de capote est fait en magnésium, donc on perd un peu de masse au niveau du toit, ça permet d'abaisser le centre de gravité. Au niveau des liaisons au sol, la voiture est chaussée en Michelin Pilote Super Sport avec des pneus en 265 mm de large à l'avant par 35 avec des jantes en 19 pouces. Il faut savoir que ces jantes sont optionnelles, elles sont à 10 bras et elles sont forgées, ça permet de réduire le poids des masses non suspendues. Et pour aller encore plus loin, mais après on va aller encore plus loin, vous allez voir, vous le voyez, on a évidemment les disques en carbone céramique qui était une option à environ 9 000 €. Il faut savoir que la suspension, c'est un système à double triangulation à l'avant et à l'arrière, les bras triangulaires, les portes fusées de direction et les porte-moyeux de roue au niveau des essieux avant et arrière sont entièrement en aluminium forgé, donc ça aide encore à l'amincissement sur la balance de la voiture et forcément ça améliore la réactivité des suspensions. La pièce maîtresse de la SLS AMG en dehors des portes qui sont pas présentes sur cette version Roadster, c'est évidemment le moteur. Si j'arrive à trouver la trappe, voilà. Le moteur. Je vous ai parlé tout à l'heure de la répartition des masses assez particulière de la voiture et c'est dû principalement à l'emplacement du moteur. Regardez comme il est reculé
c'est assez dingue, il est complètement derrière l'essieu avant. Vous vous rendez compte, là il y a presque 1 mètre de ventilateurs, de trucs, on pourrait dire presque qui servent à rien. En même temps, s'ils avaient coupé la voiture ici, on n'aurait pas ce capot aussi impressionnant. Mais ce moteur, vous le connaissez bien, c'est le fameux V8 atmosphérique de 6 litres 2 de cylindrée. Et oui, pas 6 litres 3, c'est 6,208 cm3 exactement. Et 6 litres 3, c'est l'appellation marketing de ce moteur, qui développe dans cette voiture 571 chevaux et 660 Nm de couple, dont la totalité est disponible à partir d'environ 4500 tours minute. C'est un moteur qui est plein, qui est rond, qui est incroyablement puissant. Vous allez voir qu'au niveau du caractère, c'est assez joueur, on va dire. Ce moteur est évidemment monté à la main dans les usines d'Alfa-Halterbar. On a la petite plaque qui en atteste sur le cache-moteur qui est tout en métal d'ailleurs, c'est hyper joli. En termes de proportion, je vous l'ai dit, cette voiture est absolument somptueuse. Il y a un truc que j'adore, c'est cette ligne qui est tendue et qui va continuellement jusqu'à l'arrière de la voiture et qui se termine dans les feux, et qui à l'avant se termine dans les feux avant. C'est somptueux et ça fait vraiment ressortir les ailes, surtout à l'avant, qui sont vraiment très marquées. Et on a cet arrière là tout rond qui descend comme ça. Quelque chose qui est assez important de noter, c'est que la voiture, lorsqu'on la voit en vidéo ou en photo, eh ben, elle n'est pas si extraordinaire que ça, elle n'est pas si belle. Mais il faut vraiment la voir en vrai, en 3 dimensions, pour se rendre compte à quel point les proportions sont fantastiques. Au niveau des jantes, à l'arrière, c'est du 20 pouces, avec des pneus en 295 mm de large. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros, je m'attendais à ce que ce soit plutôt du 305 ou du 315. Évidemment, toujours les disques carbone céramique, avec les étriers un peu couleur bronze orangé. L'arrière, c'est vraiment la partie qu'il faut voir de près, parce que là encore, les proportions sont particulières. Ça vient vraiment se terminer en ce point central où on voit qu'on a une ligne où les deux parties se rejoignent, le logo Mercedes, ici le feu stop, l'aileron arrière qui se lève à partir de 120 km/h ou avec le petit bouton qui se pose à l'intérieur, le feu d'anti-brouillard placé au centre du diffuseur exactement comme une Formule 1, un diffuseur pas très marqué mais qui est quand même présent ici, les énormes sorties d'échappement un peu anguleuses là qui laissent s'échapper les vocalises du V8 atmosphérique, fantastique. Je vous le disais, cette ligne ici qui se termine et qui va d'ailleurs jusqu'à là. Ah ouais, en fait elle est continue, je le découvre en même temps, elle va là et elle repart de l'autre côté. Et quelque chose que j'aime bien, c'est pour ça que je pensais que les pneus étaient plus gros que du 2,95. Lorsqu'on regarde là à l'extérieur, ils sortent énormément de la carrosserie, ils sont vraiment à fleur. Il y a pas mal de carrossage aussi, ça c'est assez impressionnant. Cette SLS Roadster en particulier est absolument bardée d'options. Je vous ai parlé de la peinture, des jantes, des freins carbone céramique, mais ça s'arrête pas là, ça serait trop facile. À l'intérieur, on a l'incroyable système de sonorisation Bang & Olufsen qui coûte environ 5000 € je crois. Et surtout, et c'est la première fois que je vois ça dans une SLS, on a le pack intérieur carbone qui comprend également l'entourage carbone et la coque carbone des sièges. Ça coûte 15 000 €, je l'avais jamais vu. On a du cuir noir étendu avec des surpiqûres blanches, c'est sobre, efficace. S'installer dedans forcément sans toit, c'est super simple. Yay, on ferme la porte est très légère, là encore on sent que c'est de l'aluminium. Et on se retrouve dans un intérieur assez classique, mais qui vieillit vraiment bien je trouve, évidemment au niveau de la console centrale et de l'instrumentation, du design, notamment du GPS, bon on voit que ça a quelques années. Mais on se sent bien dedans, c'est très confortable, les sièges sont confortables, on peut les régler dans toutes les positions possibles, en avant, en arrière, en haut, en bas, et aussi en largeur, des épaules, des renforts sur le côté et des renforts au niveau du bas du siège à partir de cette petite molette là qui est assez rigolote. L'instrumentation Mercedes, vous la connaissez un petit peu, on a sur cette partie là les boutons de clim, là tous les boutons pour gérer le système de navigation. C'est un roadster, donc on a le fameux système Air Scarf qui va vous souffler de l'air chaud là dans la nuque quand vous êtes décapoté, c'est absolument génial. Les sièges chauffants, la voiture a les radars de recul à l'avant et à l'arrière, la caméra de recul. On a la petite molette sur la console centrale qui est directement accessible à gauche du levier pour changer entre le mode confort, sport, sport plus, manuel et le mode race start pour faire un launch control. Le bouton engine start stop, le bouton de l'ESP off réglable sur 3 niveaux, ESP confort, ESP sport et ESP off. Le bouton des suspensions réglable sur 3 niveaux différents. Lorsque vous démarrez la voiture, elle est en confort et vous avez ensuite 2 niveaux de fermeté supplémentaires. Et le bouton ici AMG qui va vous donner, si j'appuie dessus, AMG Performance Média, toutes les datas sur les températures des moteurs, les pressions des pneus, l'huile, voilà, absolument tout ce dont vous avez besoin. Et vous avez le sélecteur de vitesse frappé du logo Halterbar qui vous permet de gérer la boîte double embrayage à 7 rapports de Mercedes qui évidemment transmet toute la puissance aux roues arrière. Et croyez-moi, on le sent. Et d'ailleurs, petit point intéressant au niveau là encore de la répartition des masses, de la conception de la voiture et du fait que la voiture soit aussi équilibrée, c'est une conception transaxle en anglais, il n'y a pas vraiment de mot français, transaxle.
Le moteur est à l'avant, la boîte est à l'arrière, et ce qui relie la boîte et le moteur, c'est un arbre de transmission en carbone pour encore plus de rigidité et pour qu'il n'y ait aucune perte de couple et de puissance entre le moteur et la boîte pour que ça soit le plus réactif possible. Devant moi, j'ai un volant en cuir devant et en alcantara sur les côtés, des petits boutons qui là pour le coup font assez ancien, et les fonds de compteur gris métal fantastiques qui sont pour le coup pas du tout datés parce qu'ils sont très simples. En fait, il n'y a pratiquement aucun écran en dehors de le petit affichage digital en face qui est un petit ordinateur de bord assez simple. On a de l'alcantara sur la partie supérieure du pare-brise, les petits sauts de vent ici, et on peut enlever cette petite vitre si on veut. Je ne sais pas à quoi ça sert de l'enlever, mais on peut le faire. Ici, le bouton pour lever ou baisser la capote. Un petit rangement avec deux porte-gobelets, ça sert toujours. Ici, un autre petit rangement avec notamment la clé de secours. Ça peut toujours servir pour démarrer la voiture vu que c'est un système start and stop. Et ici, gros caisson de base Bang & Olufsen avec un petit truc pour ranger d'autres petits trucs, même si on ne sait pas trop ce qu'on peut ranger là-dedans. Et voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à démarrer parce que la vraie expérience de cette voiture, elle se vit certes à l'extérieur avec le design, mais surtout derrière le volant. Il se pourrait que j'ai pas choisi la meilleure journée pour essayer un cabriolet. Quand je vois la couleur des nuages devant moi, je me dis qu'on va peut-être se faire avoir. Heureusement, je vous l'ai montré, la capote se ferme en seulement 11 secondes et ce jusqu'à 50 km/h. Donc pour le coup, c'est plutôt pratique et je pense qu'on va en avoir besoin. La raison pour laquelle je voulais vous présenter absolument cette Mercedes SLS AMG aujourd'hui, déjà, c'est parce que j'en ai jamais conduit une et pourtant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté le podcast dans lequel je suis passé, interviewé par Yann Delplanque, le podcast Dans la boîte à gants. Mais la SLS AMG, c'est une voiture qui personnellement m'a beaucoup marqué. C'est la première voiture de sport dans laquelle j'ai fait un tour dans ma vie. C'était complètement au hasard. Dans le petit village en Bretagne où je passais mes vacances, il y avait un ingénieur de chez AMG qui était là avec sa SLS porte-papillon et qui m'a proposé de faire un tour. Je sais pas, j'avais 11-12 ans, un truc comme ça, donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Ensuite, j'ai le père d'un de mes très bons amis qui en a eu une. Cette même SLS, lorsqu'il l'a achetée, après j'ai travaillé chez Mercedes et on lui a racheté parce que la configuration était parfaite et le groupe Mercedes dans lequel je travaillais voulait absolument la racheter. Et pour finir, certains d'entre vous le savent sûrement, avant de lancer ma propre chaîne YouTube, j'étais présentateur sur une autre chaîne YouTube. Et j'ai été contacté et sélectionné pour être présentateur de cette ancienne chaîne YouTube, RaceOS, sûrement certains d'entre vous qui connaissent, parce que j'avais filmé avec un de mes amis une SLS AMG et on avait partagé la vidéo sur ce qui était à l'époque leur groupe Facebook. Donc en fait la SLS, personnellement c'est une voiture qui m'a suivi durant toute mon histoire, on va dire, de passionné d'automobile. J'ai été dans beaucoup d'SLS en passager et j'ai jamais pu en conduire une. Aujourd'hui c'est pas une version coupée, c'est une version roadster, mais quand même, le cocktail est le même, une ligne somptueuse, une de mes voitures préférées de tous les temps. J'adore cette bagnole, à chaque fois que je passe devant une vitrine et que je vois le reflet de la voiture, je me fais waouh, qu'est-ce que c'est beau. Pour moi, c'est l'un des plus beaux coupés cabriolets modernes au monde. Je trouve que cette voiture a une ligne incroyable. On a un V8 atmosphérique, le fameux Silite 3 AMG, Silite 2 plus exactement. Et vous l'avez vu, cette voiture, elle est bien plus exceptionnelle dans son histoire et dans sa conception que ce que son esthétique pourrait le laisser penser. Lorsqu'on la voit, on s'attend à une grande GT confortable, alors qu'en réalité la voiture c'est une vraie supercar. Et je vais vous le montrer au niveau du comportement. Je vous ai expliqué tous les petits détails là un peu partout qui faisaient de cette voiture une véritable sportive. En comportement, c'est vraiment une voiture de sport, c'est pas qu'une grande GT confortable. Et ça c'est vraiment très particulier. Il commence à pleuvoir, je vais continuer un peu voir ce que ça donne, mais j'ai peur. Place conducteur, la première chose qui frappe, en dehors de la sonorité exceptionnelle du moteur, c'est la longueur du capot. Il y a d'autres voitures qui ont des capots qui sont vraiment très longs. Mais là, en fait, il est tellement droit, il est tellement parallèle à la route que vous voyez le bout du capot, mais qui se trouve presque à 3 mètres de vous. Et du coup, on a vraiment l'impression de trimballer un frigidaire à l'avant. C'est assez drôle, c'est assez impressionnant lorsqu'on démarre la voiture et lorsqu'on fait ses premiers tours de roue à son bord. C'est vraiment très particulier. La voiture est énorme, elle fait 2 mètres de large. Le gabarit est vraiment très imposant. Ce qui frappe
En second temps, c'est qu'on est vraiment assis à l'arrière. On sent le moindre mouvement du train arrière parce qu'on est littéralement assis dessus. Ça me rappelle un petit peu le Z3M coupé que j'avais parce que c'est le même genre de comportement. Un train avant très incisif, on va en parler juste après, et un arrière qui semble avoir envie de faire sa vie un peu de son côté, quoi. Lorsqu'on démarre la voiture, c'est une explosion au niveau de l'échappement. Il n'y a pas de valve sur cette voiture, mais c'est tant mieux. Mais dès les premiers tours de roue, en mode automatique, la voiture est confortable. On s'adapte au gabarit, on cruise tranquillement avec le bruit du V8 qui fait un bruit de péniche derrière. C'est assez gratifiant. On sent vraiment dans un univers assez luxueux, assez Mercedes, on va dire. Donc pour l'instant, c'est assez typé GT. Mais pourtant, dès les premiers tours de roue, quelque chose qui frappe, c'est à quel point le train avant est incisif. La direction est très peu démultipliée, ça rentre assez fort dans les virages, le train avant paraît assez léger, et on se dit tiens c'est marrant, ça paraît assez dynamique. On est quand même tellement assis sur le train arrière que l'avant et l'arrière paraissent un peu déconnectés dans la façon dont la voiture ondule. On a l'impression qu'elle se tord alors qu'en réalité pas du tout. Puis là on se dit tiens ça me paraît un peu sportif quand même. On passe en mode sport avec la petite molette, on a un peu plus de réactivité à l'accélérateur, je suis toujours en mode automatique. Là encore, les suspensions qui sont à leur deuxième niveau de fermeté sur 3. Et là, on se dit, c'est marrant, la voiture, elle paraît très équilibrée, elle vire très à plat. Et là, on se rappelle à tout ce dont je vous parlais juste avant. Le centre de gravité de la voiture qui est assez bas, le moteur qui est très reculé, la répartition des masses, 47% à l'avant, 53% à l'arrière. La configuration Transaxle, avec le moteur à l'avant, la boîte à l'arrière, il commence à pleuvoir beaucoup, je vais me prendre une saucée, je sens. Et là immédiatement vous vous rendez compte que vous avez une voiture qui est certes grosse, mais qui se révèle incroyablement dynamique. Alors évidemment, il ne faut pas trop pousser non plus, mais qui est surtout très rigide. Ça c'est vraiment super étonnant, je vous parlais juste avant de tout le travail qu'ont fait les ingénieurs d'AMG pour faire en sorte que la voiture ne se torde pas sur elle-même. En même temps, avec 660 Nm de couple, il vaut mieux. Mais la voiture est vraiment très rigide. On n'a pas de tremblement au niveau du rétroviseur central, pas de tremblement au niveau des rétroviseurs extérieurs. Bon, là pour le coup, il pleut vraiment. Je me prends absolument aucune pluie à l'intérieur, mais bon, bah, why not. Les pneus Michelin Pilot Super Sport offrent du grip. Mais ça reste quand même une conception un peu à l'ancienne et on sent que l'ESP, même s'il est bien calibré, il a beaucoup de travail. Je pense que les plaquettes arrière, elles durent pas très longtemps sur cette voiture parce que l'ESP il intervient tout le temps, même parfois à faible vitesse quand vous accélérez pas tant que ça. Mais sur un rythme cruising dynamique, la voiture est vraiment très agréable et il y a tellement de couple au niveau du moteur que vous avez largement de quoi faire et profiter rien que de la sonorité rauque, caverneuse. On a l'impression de réveiller un ours. Le bruit est juste fantastique. Je sens que je vais devoir recapoter là parce que ça me fait quand même un petit peu peur toutes ces histoires. J'ai pas trop envie d'abîmer ce magnifique intérieur en cuir, mais bon, tant que je roule, je sens pas trop le bruit. Tant que je roule, je sens pas trop la pluie à l'intérieur. Juste quelques gouttes qui tapent sur ma casquette. La direction est très fluide, très souple, et en fait là où on se rend compte un petit peu des limites de la voiture, parce qu'il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, c'est pas une 458 Italia, c'est lorsqu'on rentre un peu fort dans un virage, en fait on a une inscription qui est très immédiate. Je vous ai dit, les masses non suspendues ont été allégées au maximum, on a une voiture qui vire à plat dès la première inscription, mais c'est un peu lorsqu'on se retrouve à la corde qu'on va sentir le poids entre guillemets, même s'il est maintenu, et le gabarit de l'auto qui va peser un petit peu sur les suspensions. L'arrière va avoir tendance à rebondir, à sautiller un petit peu, c'était quelque chose d'assez connu sur le SLS. On a un train arrière qui a tout simplement envie de se barrer à chaque instant. Ça se ressent sur les bosses lorsque il y a de la pression qui se met
avec les déformations de la route sur le châssis de la voiture, on sent cet arrière qui est un peu qui fait un peu des vagues comme ça quoi. En revanche, au niveau du train avant, c'est vraiment très plaisant à conduire. La voiture, elle se place sans rechigner. J'y vais vraiment doucement parce que je vous jure que la route, elle est un petit peu mouillée là et j'ai pas du tout envie d'abîmer la voiture, ni de me faire peur d'ailleurs. Mais rien que là, juste un petit rythme dynamique sans vraiment pousser, la voiture, elle est tellement plaisante à conduire avec ce couple de V8 derrière là qui fracasse les oreilles, c'est juste fantastique. Ensuite on passe en mode Sport Plus. Alors là encore je vais y aller vraiment mollo parce que c'est pas trop les conditions. Mais bon, ça met un peu de piment à l'essai, c'est cool, moi ça me fait. J'adore ce genre de situation. Il y a que les mecs qui sont purement passionnés de bagnole qui peuvent se retrouver dans une voiture propulsion qui fait 600 chevaux sous la flotte décapotée. Moi je trouve ça génial. C'est la définition même du plaisir en bagnole. C'est que il n'y a pas vraiment de. Comment ça s'appelle, de logique dans ce genre de truc. Alors là on va essayer doucement. Là, ça, hop, ESP. Oh la vache. Voilà. Et là, par exemple, sur la perte de traction, j'allais vraiment doucement. Mais c'était un bon exemple. L'ESP est bien calibré, mais j'ai senti la voiture faire comme ça. Là, c'était vraiment la saucisse géante, quoi. Là, ça patine encore. Oh la vache, il pleut beaucoup. Bon, je vais devoir m'arrêter et recapoter parce que là, ça va être compliqué sinon. Hop, et par la magie du montage, vous voilà revenu à l'intérieur avec le toit fermé pour le coup. Bon, du coup, c'est beaucoup moins drôle. Mais là je me suis pris, c'est dommage, il a fait beau toute la matinée et là c'est le déluge. Bon, c'est pas grave. Je vous parlerai du moteur juste après. Et pour continuer sur le comportement, la boîte de vitesse c'est un peu le truc qui pêche sur cette voiture. Alors en mode automatique, elle est plutôt souple, elle est assez bien gérée dans le sens où les rapports, lorsqu'ils passent vraiment très rapidement. On sent absolument pas que les rapports soient passés. Mais c'est si on met la boîte en mode manuel que là on se rend compte que c'est quand même une voiture un peu ancienne et c'est là où ça va pêcher un petit peu. Je rétrograde. Et il y a vraiment une latence d'1 ou 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur la palette et le moment où le rapport monte ou descend. En revanche au rétrogradage, il y a vraiment une grosse explosion à l'arrière. Je vais baisser un petit peu la vitre pour profiter un peu du son quand même. Écoutez. Il y a une grosse explosion et puis la sonorité est fantastique. On a les grosses explosions à l'échappement aussi au lever de pied. Le meilleur moment c'est vraiment 3000 tours. Et la situation me fait trop rire. C'est THE bagnole à pas sortir sous la pluie. C'est parfait, c'est nickel. J'aurais vraiment aimé vous parler du comportement sportif de cette voiture, mais c'est par excellence la voiture avec laquelle il ne faut pas faire le débile sous la pluie. Donc là c'est un peu compliqué. Moi je peux vous faire un peu profiter de la sonorité. Voilà, je suis sur des œufs. C'est pas rassurant. Voilà, c'est folklorique. C'est bête, mais c'est drôle. Mais c'est dangereux, mais c'est drôle aussi. Mais le moteur, forcément, par son côté atmosphérique, il est assez linéaire. Alors ça vous colle au siège comme il faut, mais c'est pas par exemple aussi violent qu'un moteur même d'AMG GTS biturbo où là on a un couple de camions très très bas et on sent vraiment le côté biturbo. Là c'est très linéaire, ça va vous emmener dans les tours. Ça pousse bien, ça pousse vraiment fort. C'est une voiture qui a vraiment des performances de supercar. Et on va continuer à en parler d'ailleurs de cette tangente un peu supercar ou grand tourisme. Et la voiture elle vous emmène à des vitesses. Ça par contre c'est le truc le plus impressionnant. Même si vous reprenez en 6ème vitesse tranquillement sur les gaz, vous montez à 200 km/h ultra facilement, presque trop facilement. Ça pousse vraiment très très fort. Et d'ailleurs la vitesse de pointe en atteste, 320 km/h. Moi j'ai quand même envie de dire que c'est une supercar, pour plusieurs raisons. La supercar, il y a l'exclusivité, rien qu'en termes de design, le côté désirable de la voiture. La SLS, elle est ultra désirable. J'ai encore vraiment une préférence pour la version coupée, parce que les portes, pour moi, c'est tellement théâtral, c'est fantastique. Effectivement, avec le Roadster, on peut vraiment profiter du son. Mais le design du coupé, moi, franchement, c'est un de mes designs préférés du monde automobile. Je trouve ça tellement beau. Oh la vache, oh ça glisse.
rien, hein. Je fais absolument rien. Mais là, vous voyez, la voiture, elle va aller se placer assez simplement. Je suis sur des œufs, vous n'imaginez pas. Hop là, ça patine encore, le SP qui s'allume. Allez, oh la vache, c'est dangereux. Je fais rien, je fais absolument rien. Je suis ESP full connecté, hein. C'est ça la magie de ces bagnoles là. Et moi, le côté supercar, pour moi, il est là. C'est que c'est une bagnole qui est super flippante à dompter. Et ça, j'adore. Ça... Oh la vache, c'est... J'accélère à peine. Je caresse l'accélérateur. Je pense ça trop bien. C'est génial. Je caresse l'accélérateur et vous le voyez, c'est vif. Et en fait, mine de rien, on a quand même ce châssis très long. Plus de 2,7 m d'empattement, je crois. Là, ça patine, ça patine. Les pneus, ils sont pour beaucoup. Je pense qu'avec du pilote Sport 4S, ça serait quand même un peu mieux. Mais là, avec des Super Sport, c'est pas le meilleur truc. Je suis sur des œufs. Mais ça vous donne un peu une idée du comportement de la bagnole. C'est une bagnole qui se laisse apprivoiser, mais si vous êtes gentil avec elle, et c'est là où pour moi la SLS c'est une vraie supercar, c'est que c'est fantastique à regarder, vraiment impressionnant à conduire. La cote de la voiture est impressionnante, c'est très intéressant la cote de la SLS parce que lorsque la voiture est sortie, dernier moteur atmosphérique dans une supercar Mercedes, donc ça déjà, ça a fait envoler les prix. La voiture elle a pris 20-30% au moment où c'est sorti, donc ça se négociait pour 230, même parfois 240 000 € sur des belles configurations. Ensuite, quelques années plus tard, à partir de 2014-2015, c'est descendu, mais ça coûtait 110, 120, 130 000 €. Et j'ai d'ailleurs, je vous parlais au début du père d'un de mes amis qui en a acheté une, je crois qu'il l'a acheté 130, un truc comme ça. Et ensuite, 2016, ouf, ça s'est envolé, et depuis ça n'a pas bougé. Cette voiture aujourd'hui, elle coûte 199 000 €. Faut savoir que c'est le prix qu'elle coûtait neuve. Bon, celle-là, elle devait valoir beaucoup plus parce que 15 000 € d'intérieur carbone, 9 000 € de frein céramique, 12 000 € de peinture, 5 000 € de jantes, 5 000 € de pack Bang & Olufsen, 2500 € de suspension adaptative. Donc Mercedes, ils étaient un peu joueurs au niveau des options. Je crois qu'ils se sont pris pour Ferrari sur cette voiture. Mais aujourd'hui, ça vaut 200 000 € en roadster. En coupé, on peut en trouver à 170, mais ça vaut pas moins cher, hein. Et vraiment dans cette voiture vous en avez pour votre argent. Et moi le moment que je préfère en dehors de la conduite, c'est le moment où vous descendez de la voiture, vous faites quelques mètres, vous vous retournez, vous la regardez et vous faites oh la vache, qu'est-ce que c'est bon. C'est une voiture qui a un design fantastique et intemporel. Et pour moi, ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles il faut acheter une SLS AMG. Oh la vache. Et ça suit la route avec les grosses gommes et les roues qui sont... et les voies qui sont très élargies, l'empattement long, ça suit la route un peu, c'est dynamique, ça se laisse emmener, mais c'est... vous sentez tout quoi. Et ça marche. Oh là là, je suis déjà à des vitesses bien trop inégales. Ah, j'adore cette bagnole, c'est trop bien. C'est un dragster. C'est fantastique. Oh, et le son. Elle a 4000 tours, allez, je suis en 3ème, je rétrograde, écoutez. Et il y a vraiment une latence de 2 bonnes secondes. Vachement bien, alors là ils sont pas chauds donc ils n'ont pas énormément de mordant, mais quand vous appuyez vraiment dessus, ça mord. Je suis ultra fan de cette bagnole, je trouve ça génial. Et là on a peut-être une petite éclaircie. Sur ce, cet essai était assez folklorique. Mais franchement ça m'a fait rire, c'est drôle, ça change, moi j'aime bien. À la base aujourd'hui je devais essayer une Lotus Exige 410 Sport, bah heureusement que je l'ai pas essayé parce que ça aurait terminé dans un platane ça encore.
Mais en tout cas, si je dois résumer un peu cet essai, c'est une bagnole qui est... Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je vois le reflet dans les... Qu'est-ce que c'est beau, bordel! La ligne de cette bagnole, ce coupé super long, vous êtes assis sur les places arrière là. Oh là là, j'adore, je suis trop fan de cette voiture. Je trouve ça trop bien. Évidemment, en termes d'infodivertissement, c'est super daté, etc. Mais honnêtement, qui achète une... Qui achète une SLS pour ça, franchement? Et je vous parlais tout à l'heure du train arrière qui est assez baladeur. Là, quand vous accélérez avec un tout petit peu de volant sur le côté, vous sentez l'arrière qui squatte sous la puissance, sous le couple. C'est folklorique, je crois que c'est le terme, folklorique. Mais quand vous mettez pied dedans... Oh là là. Et le SP, il est en panique. C'est trop bien, j'adore. C'est des bagnoles qui vous font vibrer, ça. C'est des muscle cars. Oh, qu'est-ce que ça marche. Et ça monte tellement vite dans les tours, il faut pas louper la zone rouge. J'adore ce genre de bagnoles qui sont débordantes de caractère. C'est ça le kiff automobile. C'est avoir beaucoup trop de moteur pour pas assez de châssis. C'est le contraire et parfait de la... Comment ça s'appelle? Du Boxster Spider que j'ai essayé il y a pas longtemps. C'est 100 fois trop de moteur pour pas assez de châssis. Finalement, je crois que c'est la meilleure recette pour se prendre une bonne sueur et pour vraiment kiffer son petit tour du dimanche. Oh là là, qu'est-ce que ça marche. Du coup, vous avez plus la caméra qui marche devant, mais c'est une jolie route un peu sinueuse, c'est sympa. Je vais peut-être vous la... Allez, bon, c'est sec, on se refait la dernière petite montée là. Je suis en mode manuel, Sport Plus, c'est parti. Ça patine, ça patine. Wouhou! Oh, le train avant, il est tellement long, c'est compliqué à placer. Hein. La voiture, elle est assez dynamique, mais vous êtes tout le temps sur des œufs tellement vous avez peur du comportement furieux de la bagnole. Et dès qu'on met un peu trop d'angle dans le volant, on sent que l'avant, il a un peu de mal à mordre quand même. Oh là là, vous sentez la voiture qui se balade. En fait, c'est le SP en panique. C'est trop bien. Oh là là. Putain, le SP qui se déclenche à 120 km/h. Je suis trop fan. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est trop bien comme caisse. Il y a juste la boîte qui est très lente. Ça, c'est vraiment le gros défaut majeur. Autrement, c'est un cocktail de sensations. Et si vous voulez, voilà, cruiser juste tranquillement, utiliser la SLS pour son mode GT, bah vous vous mettez en sport, mode automatique, vous laissez la boîte faire son truc, et vous cruisez tranquillement avec les glougloutements du V8, et vous prenez beaucoup de plaisir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Moteur Essence pour cette découverte exceptionnelle. Ça fait plus de 10 ans que j'attends d'essayer une SLS et je suis vraiment pas déçu. C'est une caisse intemporelle et si vous avez la chance de pouvoir en acheter une, réfléchissez-y parce que c'est vraiment trop bien. C'est vraiment rare que des caisses me mettent le sourire comme ça, mais c'est tellement le cocktail parfait de brutalité, d'élégance, d'utilisabilité, je crois pas que ça soit un mot, mais de polyvalence, parce que le coffre, même si on perd un tout petit peu, je crois qu'on perd 4 décimètres cubes, un truc comme ça, à l'arrière on a quand même 170 litres, on peut mettre une grosse valise ou 3 sacs de bagages pour un week-end. On peut très facilement faire de la route avec, la voiture est vraiment confortable sur route, même sur autoroute. La capote triple épaisseur est assez silencieuse, donc ça c'est cool. En fait c'est une voiture où vous pouvez tout faire avec, y compris vous faire peur, et ça c'est génial.
Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Moteur Essence pour cet essai fantastique, et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.